Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Gottsman est avec nous ce soir, responsable de la stratégie macroéconomique à la financière de la Cité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être là. À vos côtés, Stéphane Déo, responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver et ravi de retrouver également Thierry Leclerc. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Vous êtes président fondateur d'AlphaJet Fair Investors. On aura l'occasion de revenir évidemment sur la séquence Banque Centrale, mais profitons quand même de cette séance. Petit crack à la hausse, je le disais, ça fait un moment qu'on n'a pas vu une séance à 3% de hausse en Europe. Et je le disais également en introduction, c'est une accélération à la hausse qu'on constate et qui vient clouter, ancrer un peu plus l'idée d'un rebond qui a commencé fin septembre. Thierry. Tout à fait. D'ailleurs, on s'était vu fin septembre. C'était fin du monde, l'ambiance, fin septembre. C'était, ouais, et j'avais dit, alors bon, après coup, tout est toujours très facile, mais bon, il faut quand même aussi se souvenir de ce qu'on a dit de bien. Vous avez le droit, ça joue. Et donc, j'avais dit qu'en tout cas, au niveau de nos indicateurs, tout était en survente. Enfin, voilà, des niveaux donc, de pratiquement 1% d'extrême. Donc sur 100% du marché, on était à 1% d'extrême. Donc vraiment des niveaux très clairs de survente. Et donc j'avais dit, logiquement, statistiquement, à moins qu'il y ait encore quelque chose qui nous tombe dessus de majeur, le marché devrait rebondir. Donc c'est ce qui s'est passé. Là aussi, donc ça c'était vraiment des éléments un peu tactiques, techniques sur le marché, avec une séquence de mi-août à fin septembre horrible. C'est vrai qu'on a eu pratiquement que des séances de baisse et une très forte baisse des marchés globalement. Et puis, parce que vous me posiez également la question fin septembre en disant quid de la saison des résultats du T3 ? Et c'est vrai que fin septembre, comme on n'avait pas eu de profit warning, on pouvait en tout cas présumer que ça ne serait pas une catastrophe. Et finalement, ça a été plutôt même positif, cette saison des résultats. Alors là, il convient de différencier. Il y a vraiment deux mondes. Le monde des sociétés traditionnelles et puis le monde de la tech, notamment donc les fameux GAFAM. Donc qui avaient tiré le marché pendant 10 ans pratiquement, qui elles par contre ont une séquence très difficile et donc pour le coup, comme ça, c'est vrai que ça fait aussi la une des journaux, puisqu'on en a parlé pendant 10 ans. Donc maintenant, tout le monde est habitué à regarder ce qui se passe de côté de ces valeurs-là. C'est des très gros poids dans les indices. Donc forcément, ça fait la une de l'actualité. Et là, pour le coup, ça a été très mauvais pour pratiquement toutes les sociétés donc, de l'acronyme. Il n'y a que Apple qui s'en sort à peu près bien, mais sans ça, pour toutes les autres, c'est quand même des révisions à la baisse de leurs résultats pour l'année en cours. Et donc, si vous voulez, on peut juste faire un petit point rapide sur ces fameux GAFAM. Donc, celle qui s'en sort le mieux, j'ai dit, c'est Apple. Elle est en baisse depuis son point haut de 24%. Donc il y a eu une petite déception sur les ventes d'iPhones, plus 10%, mais bon, ça reste quand même très fort. Et donc c'est une génération de cash extraordinaire, un chiffre d'affaires très fort. Donc ça va pour Apple. Le deuxième, moins mauvais dans la chronique, c'est Microsoft, à moins 38% par rapport au plus haut. Et quand même, vous avez raison. Vous allez voir, ça va oui, le reste n'est pas forcément trop plus glorieux. Oui. Beaucoup plus glorieux. Donc, Microsoft, ils ont un petit sujet sur le cloud. Donc, vous savez, c'est le cloud qui a tiré beaucoup ces sociétés-là. Donc, le cloud, simplement, il faut stocker les datas. Et donc, là, il y a à la fois un ralentissement. Alors, il faut se calmer, parce que on passerait de 42% à 37% de croissance. Oui. Mais vous savez, c'est toujours... mais c'est quand même le palier à la baisse le plus important de l'histoire de Microsoft, en séquentiel. En séquentiel. Et au niveau des coûts, l'énergie, puisqu'il faut bien les alimenter, ces data centers, donc l'énergie qui a explosé fait que les coûts augmentent très fortement. On parle de pratiquement 1 milliard quand même chez Microsoft. Donc d'un côté, vous avez des revenus qui sont un peu moins forts et des coûts qui sont pour le coup revus à la hausse. Donc ça fait une mauvaise nouvelle pour le marché, même si ça reste quand même dynamique. OK. Ensuite, on a Alphabet, donc qui a moins 44% elle, depuis son point haut. Alors là, on a eu un sujet sur YouTube
qui a eu la première décroissance de son chiffre d'affaires depuis l'existence de YouTube. Donc, voilà, c'est quand même aussi un élément important à noter. Et c'est vrai que la publicité est quand même... source de fragilité. Source de fragilité, et ça ralentit. Donc, c'était avant, dans la publicité, c'était assez... à part, on parlait de JC Decaux qui s'en sortait parfois avec la publicité visuelle dans les rues, mais sans ça, la publicité traditionnelle, ça a souffert quand même depuis un long moment. Et le seul îlot dans ce monde-là, c'était évidemment ce qui se passait sur la toile. Et là, ça ralentit. Donc avec YouTube en emblème de ce ralentissement. L'avant-dernier de la classe, c'est Amazon, moins 52% depuis le plus haut. Alors là, pour le coup, on a deux choses. La publicité en ligne, c'est puisqu'ils font un peu de publicité en ligne. On a le cloud aussi, c'est le leader mondial dans le cloud avec AWS. Ils ont pratiquement 40% de part de marché. Donc ils ont été les premiers très visionnaires en 2006 à créer cette branche. C'est 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires trimestriellement. Donc c'est énorme et ça marge beaucoup. Et là, donc, un petit ralentissement aussi, en tout cas des déceptions par rapport aux attentes du consensus. Et puis, aussi quand même le consommateur, notamment américain, le pouvoir d'achat, donc tout ce dont on parle de l'inflation, etc., ça finit quand même par mordre l'économie réelle. Et donc, un petit peu moins de dépenses constatées. Et puis, Meta, l'effondrement. Meta plateforme, donc ancien Facebook, moins 77% depuis son point haut. Et là, donc, le chiffre d'affaires a baissé de 4%, les résultats opérationnels se sont effondrés de pratiquement de moitié. Et surtout, donc, l'indicateur, vous savez, l'indicateur vedette sur les marchés, c'est le free cash flow, donc la trésorerie libre générée, donc, qui était de 170 millions il y a au troisième trimestre. 2021, c'était plus de 9 milliards. Donc là, il y a un swing considérable parce que c'est des sociétés, notamment Meta, qui continuent d'investir massivement. Donc là, il y a un vrai problème de crédibilité pour Meta, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'investir dans le métaverse. Pour le moment, les investisseurs l'achètent pas. Ils continuent d'appuyer sur l'accélérateur et les revenus baissent. Donc là, ça fait un effondrement colossal du cours de bourse, donc 77%. Ouais, c'est bien de le décrire de cette manière parce que je trouve que la hiérarchie que vous avez montrée, Thierry, explique bien du business ou des business models les plus résilients aux business models les plus fragiles. Le marché est assez cohérent de ce point de vue-là. Il y a une cohérence. Le marché est connecté à la réalité de ces entreprises. Toujours. Mais oui, le marché a toujours raison. On n'entendrait jamais dire l'inverse. Et d'ailleurs, petite stat. Alors, ces sociétés. Je finis juste. Après, je vous laisse la parole. Ces sociétés qui sont donc en très forte croissance, qui ont des performances hallucinantes. Donc, il y a tout un jargon aux États-Unis, les super performeurs, les monster stocks, nous on appelle ça les OBNI avec un B, objet boursier non identifié. Bon, peu importe, appelons ça comme on veut, qui ont progressé très fortement et qui à un moment sont un peu en bulle, sont un peu en lévitation. Eh bien, ces sociétés-là ont 80% de chances de baisser de 50% et 50% de chances de baisser de 80%. Et vous voyez, là, avec Meta, donc l'ancien Facebook, on est pratiquement moins 77%, je l'ai dit. Donc, à un moment, effectivement, le retour à la réalité pour ces sociétés-là, dont les étoiles étaient parfaitement alignées quand même pendant très longtemps, pratiquement 8 ans pour Meta, depuis son introduction en bourse. Et là, quand ça se désaligne, ça fait très mal et le cours de bourse s'effondre. Et ça, c'est très rapide. Et il y a eu quand même 2 séances cette année, là, en février, moins 26%, et là, on vient de se reprendre une séance à moins 25% fin octobre. Donc, on a beau être préparé, se dire ça va ralentir, c'est hyper violent. Donc, la seule façon pour éviter de perdre de l'argent sur ces titres-là, c'est de sortir avant que ça baisse, mais c'est très compliqué, évidemment. En un mot, parce que la période bénie, quand même, a duré longtemps, avec à la fois une surperformance boursière, mais aussi une surprofitabilité ou une captation énorme de masse de profits spectaculaires. Cette affaire-là, elle est terminée.
Après, il y a une normalisation. C'est les chiffres que j'ai dit sur la publicité. Non, mais on s'est toujours interrogé sur la valorisation de ces entreprises. Là, il y a des interrogations sur la trajectoire de croissance qu'on ne peut plus extrapoler comme on pouvait le faire encore. En tout cas, pour une partie. Peut-être qu'un Apple avec du hardware, etc., sont un peu plus relax. Et je finirai quand même par une autre statistique intéressante à avoir en tête. C'est que 80% des leaders d'un cycle ne sont pas les mêmes que le cycle précédent. Eh bien, c'est parfait, parce que c'est la question. Non, mais je me tourne vers vous, le stratégiste, Stéphane. Est-ce qu'on peut imaginer des conditions qui permettent de voir ressurgir de nouvelles GAFAM ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse reproduire ce qui a été atteint par ce groupe en termes, encore une fois, de captation des profits et de statut boursier pendant une période d'une dizaine d'années, pour dire les choses, ou un peu plus même peut-être pour certaines? La situation actuelle, moi, me rappelle quand même pas mal 2001. Pourquoi ? Parce qu'en 2001, le S&P ou le Nasdaq se casse la figure. En fait, si vous regardez, la moitié de la baisse du S&P est expliquée par une dizaine de valeurs. C'était des valeurs qui étaient qui avaient une énorme capitalisation, qui étaient très élevées, etc. Et donc, si on avait évité cette dizaine de valeurs, en fait, on s'en sortait très, très bien. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose. Le marché a énormément pénalisé sur le Nasdaq. Il y a plus de la moitié il y a 60% des entreprises qui ont perdu la moitié de leur valeur déjà. Donc, ça a déjà été un massacre. Mais c'est beaucoup de petites entreprises, donc on ne le voit pas vraiment. Là, c'est les grosses qui commencent à être affectées. La très grosse différence entre 2001 et ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est que les entreprises qui sont affectées sont des entreprises qui crachent du cash. Profitables. Qui sont très profitables. Bien sûr. Ce n'est pas uniquement un pari sur le futur. Le Nasdaq en 2000 était beaucoup moins profitable. Exactement. Que ne l'est le Nasdaq. Donc on avait des PE qui étaient stratosphériques en disant oui, mais vous inquiétez pas, bientôt on va gagner beaucoup d'argent. Là, c'est pas on va bientôt gagner beaucoup d'argent, c'est on en gagne beaucoup, mais un peu moins qu'attendu. Donc c'est plus du tout la même chose. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir de nouveaux groupes après ? Je suis tombé sur un papier des années 80 ou 90 qui donnait une liste de growth stocks, donc les stocks de croissance forte. Il y avait Kodak, il y avait Walmart, il y avait... Bon, ça fait rire. Ouais. Voilà. Bon. Donc oui, à chaque cycle, c'est différent. Je trouve quand même qu'on est sur, à l'heure actuelle, une situation où il y a des situations de monopole qui sont extrêmement fortes. Pour aller prendre des parts de marché à Google, à Apple ou à d'autres, il va quand même falloir se lever de bonne heure. On peut imaginer que dans d'autres secteurs, des GAFAM arrivent à surgir de cette manière-là. Et quand je dis GAFAM, c'est il faut au minimum passer le trillion de market cap. Hein. En dessous, vous n'êtes rien. Dans des secteurs différents, je sais pas, l'énergie, le green, etc. Est-ce qu'on peut imaginer des entreprises qui atteindraient un jour cette taille et avec une telle domination sur leur marché? Je pense que la première KPI aujourd'hui au niveau mondial, c'est Saudi Aramco. Donc voilà, donc c'est quand même une boîte du secteur de l'énergie. Après, c'est assez... Aujourd'hui, là, on est vraiment au moment du marché où effectivement la fin des leaders précédents finit de se casser la figure. Le marché se stabilise et on va voir, on va être plus prudent, apparaître les prochains leaders. Donc nous, ce qu'on voit dans nos écrans radars aujourd'hui, par exemple, c'est dans la biotech qui sort bien, qui se démarque assez positivement. Voilà. Bon, à suivre. Hein, il y a des boîtes qui ont atteint un demi-trillion de market cap parfois. Il y a des boîtes à plusieurs centaines de milliards de market cap dans la biotech aujourd'hui. Non, on ne parle pas du tout de... Voilà, c'est ça. de la biotech française. Non, mais si. Malheureusement. Malheureusement. Mais aux États-Unis, effectivement, c'est d'autres dimensions. Et donc là-dessus, ils sont aussi très forts. Donc, on peut, en tout cas, sur la question de l'hégémonie du marché américain, ça, je ne m'y aventurerai pas. Mais oui, voilà, donc on est dans cette phase-là. Est-ce que c'est des sociétés qui vont faire un trillion de market cap ? J'en sais rien aujourd'hui, évidemment. Mais oui, et si l'énergie continue d'aussi bien... Enfin, les profits qui sont actuellement... Enfin, bon, ça fait la une de l'actualité pour d'autres raisons, mais les profits qui sont générés aujourd'hui par les... Et surtout qu'on a quand même assez peu d'investissements qui sont faits. Donc là, je parle du secteur de l'énergie. Donc, on peut quand même avoir une assez belle visibilité. Alors, c'est pas très friendly, justement, mais d'un point de vue purement boursier,
aujourd'hui, effectivement, l'énergie continue, enfin nous aussi dans nos radars, dans notre boussole de marché, puisqu'on a une boussole de marché, l'énergie est très loin devant tous les autres secteurs et caracole en tête clairement. Et signe des temps, sur le troisième trimestre, à quelques centaines de millions près, Exxon a généré plus de free cash flow qu'Apple. Exactement. Plus de 24 milliards de dollars de free cash flow générés sur un trimestre pour ces entreprises. Donc ça vaut quelque chose en bourse. Oui. Exactement. Sans transition, Nicolas Gottsman. Bon, est-ce que la Fed a pivoté? Vous avez un peu de temps pour nous expliquer votre analyse de la communication qu'on a eue cette semaine. Avec une nouveauté quand même. Il y a une partie dovish dans la communication de la Fed, effectivement, qui apparaît, qui n'apparaissait pas les mois précédents. Est-ce que c'est le début d'un pivot? Alors, je pense que c'est intéressant de voir les choses déjà par rapport à la publication d'aujourd'hui, qui est en gros le premier élément de statistique dur qui sort après la réunion de la Fed, et qui montre donc une création d'emplois de 260 000 emplois donc pour le mois dernier. C'est à mettre en comparaison avec une moyenne entre 2015 et 2019 pour les emplois, donc une bonne période pour l'emploi américain qui était environ de 195 000 par mois. Donc c'est un bon chiffre apparemment. Donc ça c'est l'enquête qui est faite auprès des entreprises. Ouais. On a une deuxième enquête qui est faite auprès des ménages qui, elle, montre une baisse de 328 000. Et si on ajuste pour qu'on ait les composantes qui soient équivalents à ceux de la première enquête, on est à moins 740 000. Donc là, on a un gros trou de ce côté-là. Alors, généralement, on préfère la première enquête qui est celle issue des entreprises, qui est plus fiable. Mais c'est quand même un premier point d'alarme sur la situation de l'emploi aux États-Unis. Et on a aussi d'autres statistiques, notamment sur les gens qui travaillent à temps plein. On voit ici également une baisse. La population aussi qui est entre 25 et 54 ans, qui est le prime age, également une baisse. Donc on a plusieurs éléments statistiques qui montrent que finalement on est peut-être en train au moins de baisser et peut-être en train de caler sur le terrain de l'emploi américain. Ce qui d'une part est le souhait de la Fed, parce que c'est clairement dit et assumé de leur part. Et du coup, si vous avez une tendance qui commence à se former sur ce premier point, qui encore une fois peut être un gros chiffre qui sort et peut être rectifié après, mais qui pourrait être quand même un signal sur c'est en train de fonctionner. Et du coup, peut-être qu'on n'aura peut-être pas besoin d'aller aussi loin que ce qu'on avait annoncé. D'autant plus que, donc, et c'est là où ça devient intéressant sur le discours de la Fed, je pense que de la part de Jérôme Powell, sa plus grande crainte à lui, c'est qu'on ait un assouplissement des conditions financières qui soit dû à une communication qui soit trop légère de sa part, qui viendrait, on va dire, amortir la situation et donner plus de liberté à l'économie. Alors que là, justement, il est vraiment dans l'idée d'essayer d'être le plus dur possible jusqu'à ce qu'on ait ce ralentissement. Donc il a, à plusieurs reprises au cours de l'année, en fait, on a vu qu'à chaque fois que le marché commençait à anticiper déjà le premier pivot, ils ont rectifié le tir derrière en étant toujours plus dur, en montant à 75 points, ensuite de confirmer ce genre de choses. Donc ils veulent éviter ça. Et parce que le phénomène est d'ailleurs très bien décrit par Powell, c'est que le marché va anticiper ce que va faire la Fed. Du coup, le marché va durcir les conditions financières. Le durcissement des conditions financières permet de ralentir le niveau d'activité économique qui lui-même, à la fin, permet de ralentir le niveau d'inflation. Donc pour lui, évidemment, il est essentiel de ne pas se louper sur son discours. Mais là, maintenant, et là, c'est ce qui est intéressant de ce que vous avez dit avant, c'est que dans le statement qui a été publié avant le discours de Powell, on a les éléments qui avaient été eux-mêmes distillés par Lael Brainard, qui est quand même la numéro 2 de la Fed et qui est quand même très influente, qui fait partie du triumvirat, en fait, de ceux qui ont le plus de pouvoir au sein de la Fed, qui sont le président de la Fed de New York, Powell, et donc Brainard. Et que je pense que 2 économistes et un lawyer, président de la Fed. Voilà, c'est ça, et qui je pense, ont une espèce de domination intellectuelle sur le reste, et avec peut-être qu'avec Chris Waller maintenant aussi aujourd'hui. Et donc d'intégrer, on va dire, ces éléments plus durs, notamment sur l'emploi, sur les risques qu'on peut avoir sur l'économie et sur le temps qu'il faut pour la hausse des taux, pour avoir un effet sur l'économie. Donc du coup, tous ces éléments-là, à mon avis, vont commencer à être un peu plus mis en avant au cours des prochains mois. Et si jamais on a un ralentissement qui continue de se former sur le terrain de l'emploi, on aura évidemment une Fed qui sera moins à même de monter les taux aussi fortement qu'elle l'a fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, je crois qu'hier, on était monté quasiment à 5,15 ou 5,20 sur le taux terminal. Sur le taux terminal. Ouais. On est en train un petit peu de se recadrer par rapport à ça. Et en fait, ce qu'on voit, notamment sur les enquêtes qui ont été publiées aujourd'hui sur les salaires, c'est qu'en fait, si on fait des moyennes de 3 mois, on tombe quasiment à 4,70, 4,80. Si je regarde le PCE Core, on est aussi à 4,50. Alors là aussi, on est en moyenne 3 mois.
Et donc, on a des éléments qui sont quand même assez importants parce que ça, ce sont des éléments qui avaient été donnés également par Jérôme Powell pour dire, en fait, j'aimerais bien arriver à avoir mon taux terminal qui soit équivalent ou même un peu au-dessus de ces niveaux-là. Et ces niveaux-là sont en train de baisser. Et quand on légèrement. liste donc la progression des salaires ou Core PCE, qui est l'indicateur préféré de la Fed sur les prix des dépenses de consommation, quand on liste comme ça sur des moyennes 3 mois, vous dites on n'est pas si loin de ce que veut voir Jérôme Powell. Il y a 3 éléments. Il cite le 12 mois, donc là on est à 5,15. Sur le 6 mois annualisé, on est à 4,80, 10. Et sur le 3 mois, on est à 4,50. Donc ensuite, vous avez donc une lecture, lequel vous préférez là-dedans. Mais en gros, plutôt, il y a encore 2 mois, on était à 5% quasiment sur l'ensemble. Oui. On est en train un peu de réduire. Et du coup, il y a des progrès. Il y a des progrès de ce côté-là. Ils ne veulent pas le claironner parce qu'ils ont envie que le marché réagisse. Non, on ne peut pas le dire. Voilà. Mais il y a des progrès de ce côté-là. Donc ça peut être effectivement favorable pour la suite. Et en tout cas, peut-être maintenant, en fait, je pense que c'est... Est-ce qu'on voit aujourd'hui, en plus de la Chine évidemment, c'est qu'on se dit que peut-être finalement, on ne va peut-être pas aller aussi loin que ce qu'on imaginait. C'est tout à fait possible. Que ça revienne et que ça ne soit pas confirmé. Mais on a des éléments qui nous permettent de se dire, tiens, peut-être qu'on va pas aller aussi loin que prévu, finalement. C'est un pivot, mais la Fed ne peut pas encore le dire. Stéphane. Si, alors déjà ils l'ont dit parce que Powell, alors ça dépend de ce qu'on appelle un pivot, parce que chacun a sa définition de pivot. Mais ce que Powell a dit, c'est qu'on aura une hausse de taux de 50 BP en décembre. Donc on passe de 75 à 50. Alors il n'a pas dit aussi explicitement, parce qu'il est banquier central, mais bon, quand on lit entre les lignes, c'est grosso modo le message très clair qu'il a fait passer. Donc si la définition du pivot, c'est un ralentissement de la hausse des taux, ben, on a passé le pivot, c'est fait. Je voudrais quand même faire un petit zoom arrière. Moi, je suis une grosse cinquantaine de banques centrales dans le monde. Il y a eu 28 hausses de taux en septembre. Il y a eu 15 hausses de taux en octobre. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a énormément de banques centrales qui ont beaucoup monté les taux. Et à un moment donné, l'effet cumulatif fait qu'on a moins besoin de taper aussi fort qu'avant. Donc je pense qu'il y a... On parle beaucoup de la Fed. C'est pas juste la Fed. Le changement de tempo, il est déjà une réalité pour d'autres banques centrales. La Banque du Canada a surpris aussi avec une hausse moins importante qu'attendue. Donc on commence à avoir des surprises de l'autre côté. Ouais. On commence à avoir des hausses de taux qui sont moins nombreuses que ce qu'on a eu il y a quelques mois. Donc de toute façon, ça va. C'est normal. Le taux neutre de la Fed, il est probablement autour de 2,5. C'est ce que nous dit la Fed. Donc quand vous êtes à 0, vous montez très vite. Il n'y a pas photo, vous montez et puis vous réfléchissez après. Là, on a très clairement passé le 2,5, donc la question se pose de jusqu'où on va continuer à monter. Donc, si pivot, ça veut dire ralentissement des hausses de taux, pour moi, oui, c'est bon, on l'a passé, c'est fait. Est-ce que ralentissement des hausses de taux, ça veut dire qu'on se rapproche du taux terminal ? Oui, par définition. Parce qu'il y a l'idée slower but higher for longer, voilà. Et que c'est pas parce que le pas des hausses de taux baisse d'un cran qu'il y aura moins de hausses de taux forcément à l'avenir. C'est là où je pense que le marché s'emballe un peu beaucoup même. C'est que, alors nous on attend 4,75 sur les Fed Funds en taux terminal. Je vous le fais à 5, c'est pareil. On n'est plus à 25 points. Voilà. Oui. Donc 5, mais ce qui est très important, c'est qu'on va à 5 donc, au début de l'année prochaine. Donc il faudrait faire 50 BP, puis 2 fois 25. Et après, on reste à ce niveau-là jusqu'à la fin de l'année. Au moins, si ce n'est l'année d'après. Je pense que ce qui s'est passé dans les années 70, et Powell l'a montré, enfin l'a dit de manière quasiment explicite, c'était une erreur de politique monétaire. Vous avez l'inflation qui a progressé. La Fed qui a monté les taux. Donc l'inflation est repassée de 10 à 5%. Et la Fed a dit, c'est génial, regardez, on a tout gagné, on a été très bon, on a gagné. Pof, ils ont rebaissé les taux. Et là, l'inflation est repartie à 15. Ils ont relâché l'élastique beaucoup trop vite. Et je pense qu'ils ne veulent pas refaire cette erreur de politique monétaire, parce qu'après, on a eu Volcker pendant 10 ans avec des taux extrêmement restrictifs, etc. Donc je pense qu'il y a une histoire de taux terminal. Honnêtement, le débat, il se joue à 25 points de base près. Je ne pense pas qu'il y ait un débat. Oui. Et personne ne vous dira 8%, personne ne vous dira 2%. C'est le fine-tuning, là. Voilà, on est à 25 points de base près, ça ne change pas la face du monde. Par contre, la vraie question, c'est combien de temps on passe à ce niveau-là. Et pour nous, il faut donner du temps au temps. Il y a très clairement une spirale prix-salaire qui est en train de s'installer. Il y a un effet d'inertie très fort sur l'inflation qui est en train de s'installer.
Et donc, pour nous, si on va à 4,75 ou 5%, on y reste très longtemps. C'est-à-dire très longtemps, c'est au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine, pour avoir le temps d'avoir une inflation qui revient sur des niveaux plus corrects ou raisonnables ou acceptables pour la Banque centrale. Nicolas, d'accord avec l'idée que quand on adhère à la logique du pivot, il ne faut pas y voir l'idée que la Fed va baisser ses taux au courant de l'année 2023, toute chose égale par ailleurs. Oui, de toute façon, la communication était effectivement claire de sa part. On voit la réaction du marché qui a été quasiment immédiate. C'est-à-dire que maintenant, le marché, en gros, price, en gros, 5% de taux quasiment tout au long de l'année 2023. D'accord. Donc là, pour l'instant, on va dire, le marché obéit gentiment à ce qui a été dit par Powell, ce qui est le but. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, la question, effectivement, c'est de voir, et là, c'est quand même un niveau d'incertitude qui est quand même assez important, c'est de voir l'impact que ça peut avoir sur l'économie réelle, sur l'emploi. Et parce qu'au sein du board, vous avez donc Powell, il a quand même maintenant il souhaite vraiment lutter contre l'inflation, effectivement ne pas faire l'erreur des années 70, mais ils ont quand même un mandat qui est double, qui est celui aussi sur l'emploi, et qu'au sein du board, on a quand même quelques personnes qui sont quand même très orientées côté emploi, et donc il y a aussi une question politique qui est en gros de savoir comment le rapport de force qui peut exister entre des différentes personnes peut jouer. Et le fait que Lael Brainard soit là avec une vision qui soit pro-emploi, qui est plus marquée que l'ensemble des banquiers centraux américains, je pense peut avoir un poids. Et que, évidemment, ça ne va pas du tout être la même histoire. Si vous commencez à avoir des chiffres de l'emploi qui commencent à être mauvais, de voir une élévation du taux de chômage, vous allez avoir une réaction politique, d'une part du Congrès, d'autre part de la Maison-Blanche. Et la pression va être plus forte. Donc, dans ce cadre-là, ce n'est pas du tout impossible non plus qu'on ait un renversement de tendance qui soit un peu surprise pour la suite. Mais évidemment, notamment aujourd'hui, il est essentiel en fait, d'avoir ce discours-là, parce que je pense qu'effectivement, c'est ce qui permet d'avoir le résultat escompté. C'est ce que vous expliquez. Voilà. Mais ensuite, le retournement, au fur et à mesure des mois l'année prochaine, se verra justement en fonction de ça, parce qu'on a eu quand même quelques éléments. Donc, on a eu ce chiffre du jour, on a eu le PMI, enfin les indicateurs hier qui montraient que dans les services, on commençait à être soit à zéro et un petit peu à négatif sur l'emploi. Et je ne pense pas non plus. Alors évidemment, ils sont tout à fait conscients du risque que ça peut présenter justement de baisser les taux alors que l'inflation ne serait pas revenue dans sa boîte. Mais ce sera un débat. Si cette situation se présente... Ce sera un débat, d'autant plus, mais ça on a déjà eu cette discussion, c'est que les salaires aujourd'hui, ils sont en gros entre... donc les derniers qu'on a eu aujourd'hui, c'était 4,7%. Le niveau moyen qu'on avait avant en 2019, c'était 3%. Donc on a un décalage de 1,7 sur les deux. Le tout, c'est d'arriver à faire revenir justement les niveaux de salaire avec un niveau cohérent sur l'inflation. Ça risque d'être assez facile au début. Enfin, assez facile. Oui, pour la première partie, oui. La deuxième partie, ça va être plus compliqué, et parce que l'impact sur l'emploi peut être lourd. Et je ne pense pas que la Fed soit prête à aller vraiment dans le dur sur l'emploi en 2023 de ce côté-là. Donc si jamais ça arrive, je pense qu'il y aura effectivement un retournement de tendance de ce côté-là. Clairement, on n'y est pas du tout encore maintenant, mais ça sera beaucoup plus compliqué, encore une fois, de leur part, quand vous avez une pression politique qui va commencer à être forte, si jamais il y a cet impact-là. Mais on verra. Ensuite, là, il y a toujours l'hypothèse du soft landing qui reste une possibilité, et même assez convaincante encore aujourd'hui. Toujours. Oui. Ça rassure le discours des banques centrales, l'idée d'un changement de tempo déjà, parler du rebond des marchés actions, toujours facile de trouver des explications comme vous disiez ex post, mais il y a quand même l'idée dans ce rebond que oui, on arrive peut-être au bout de quelque chose en termes de resserrement. Oui, moi c'est ce que j'entends en tout cas, c'est qu'on est plus près de la fin que du début, et c'est vrai aussi, je pense qu'il y avait besoin d'un peu de stabilité, qu'on sente quelqu'un aux manettes, aux commandes, ce qui n'avait pas été quand même le cas sur toute la fin de l'année 2021, avec quand même des errements un petit peu des banques centrales, notamment américaines, qui étaient très en retard et qui avaient un discours qui n'était pas approprié, puisqu'ils disaient mais non, mais de quelle inflation vous parlez, arrêtez, passez votre chemin là-dessus. Enfin, c'était quand même il y a un peu plus d'1 an, mais bon. Donc là, on voit quand même le chemin, ça a frappé très dur, très fort, ça a provoqué un choc quand même, nous, sur les actions, toujours. Si vous montez les taux de 400 points de base en 6 mois, évidemment qu'il y a des impacts sur la valorisation, donc on l'a vu, on l'a eu. Et là, aujourd'hui, moi, d'un point de vue
un petit peu justement par rapport à cette communication. Je ne sais pas si c'est vraiment l'intérêt de la Fed d'être trop longtemps avec ses taux à 5%. Ah oui. À un moment, ça a quand même piqué quand on regarde très restrictif. Oui, c'est très restrictif. L'immobilier américain. Le fait de s'acheter un appartement standard, les prix ont déjà augmenté de pratiquement 30% au cours des dernières années. Et là, le taux, on est à plus de 7,5% sur le 30 ans américain, sur le mortgage 30 ans américain. Donc ça a pratiquement doublé votre mensualité, qui a pratiquement plus de 3 000. Avant, on était un peu plus autour de 1 500, 1 600 pour un appartement moyen ou une maison moyenne aux États-Unis. Ça fait mal aux consommateurs américains. Et donc à un moment, il va quand même y avoir un retour de tout ça sur la Fed. Donc je ne pense pas qu'elle va rester non plus. Et puis c'est pas vraiment, je ne sais pas si c'est, oui, l'inflation, elle est là. Et c'est leur objectif numéro 1. Maintenant, quand vous provoquez une récession majeure, bon, forcément, vous êtes un peu tenté quand même de calmer. Oui, mais il l'a dit, Paul. On a des outils toujours pour piloter un ralentissement sévère de l'économie. Enfin, je veux dire, ça marche aussi dans les deux sens. Si je devais donner une estimation, je ne suis pas sûr qu'on finisse l'année prochaine à 5%. Peut-être pas là au mois de novembre, mais en tout cas, je serais surpris. Mais bon, est-ce que on verra. On peut prendre les paris à 12 mois, mais un discours de la Banque d'Angleterre il y a 15 jours de Broadband, qui était vraiment intéressant et qui montrait en fait, il faisait simplement les estimations qu'on pourrait avoir sur l'économie, une hausse de taux comme celle qui était anticipée le 17 octobre sur le marché. Et en fait, en faisant cette estimation-là, il disait, mais en fait, ça voudrait dire que si on monte les taux à ce niveau-là, on va avoir un impact sur le PIB qui va être moins 5%. Et donc, à la fin, il disait, en fait, on va pas faire ça. Ce qui est aujourd'hui anticipé par le marché n'est pas réaliste. Non. Et donc, il y a eu, je pense, un ajustement qui s'est fait par rapport à ça. Et je pense une prise de conscience aussi un peu partout que c'était bien d'aller loin, mais peut-être pas trop loin non plus. Stéphane, si vous avez des commentaires complémentaires, n'hésitez pas. Je voulais qu'on dise un mot de la Chine. Est-ce qu'il faut se préparer à une réouverture sanitaire de l'économie chinoise et qu'est-ce que ça implique ? Alors sur le plan macro global et sur le plan des marchés. Là aussi, on met toujours un narratif sur les mouvements quotidiens des marchés. Mon narratif du jour, c'est quand même que ce qui se passe, cette accélération à la hausse, la Chine y participe, les espoirs et les rumeurs en provenance de Chine y participent. Oui, alors ça fait plusieurs semaines qu'on a des rumeurs sur soit la Chine qui achèterait le vaccin Moderna, soit les Allemands qui fourniraient un vaccin à la Chine, soit une réouverture. C'est assez marrant parce que j'aime bien ce que vous avez dit au début, je pense que la prime de risque sur les actions était... j'allais dire déraisonnable. Déraisonnable, c'est peut-être pas le terme adéquat, mais elle était extrêmement élevée il y a encore quelques semaines. Pour garder une prime de risque aussi élevée, il faut un flux de données négatives. Si les données sont neutres, on ne peut pas justifier ça et donc on doit avoir un rallye. Et tout le monde se focalisait uniquement sur les données négatives. Il y a un aléa à la hausse, c'est la Chine. Si on réouvre la Chine, vous avez deux effets. Vous avez un effet volume, c'est-à-dire la croissance qui va repartir très fort. On voit d'ailleurs le coût du transport, par exemple, qui s'est effondré. Donc on voit bien que tous les problèmes de chaîne d'approvisionnement, etc., sont en train de disparaître. Donc ça, c'est un aléa à la hausse sur l'activité. Et puis, il y a un aléa à la hausse aussi sur les prix, qui est non négligeable. Parce qu'on a vu des matières premières qui sont revenues à la baisse. Si vous réouvrez la Chine, ça va repartir une fois de plus à la hausse. Donc, si sans retrouver les niveaux paroxystiques qu'on a pu atteindre... Bien sûr. Mais sur l'inflation, on va encore rajouter une couche d'inflation avec une activité qui, une fois de plus, va surprendre à la hausse. Donc là, sur les taux à 5%, on ne va pas être à 5 ans. Ça, on est d'accord, mais on ne sera pas en dessous. Oui. On sera plus à 6. Voilà. Donc oui, je pense que c'est... alors, c'est un élément qui est revenu sur le devant de la scène parce que ces rumeurs de réouverture deviennent maintenant assez persistantes. Mais ça explique la bourse et dans ce cas-là, on peut aller beaucoup plus haut. On expliquait là, à la mi-journée avec un de vos confrères, il y a une réalité quand même physique en Chine. Quasiment 20% de chômage chez les jeunes en Chine en septembre. Ouais. C'est quand même le cœur du pacte social qui est en danger extrême. Alors, je ne sais pas si changer de stratégie Covid, ça permet de résoudre tous les problèmes d'un coup, mais il y a quand même l'idée qu'il y a quelque chose d'intenable, en tout cas sur les 2 prochaines années. Ça fait 2 ans qu'ils sont dans cet enfer.
ça peut pas durer encore On va 2 y ans. rester pour les siècles et les siècles. On est d'accord. Et je pense qu'on fait souvent une erreur en économie sur les marchés, c'est on regarde le scénario central, c'est-à-dire le scénario le plus probable. Pour revenir aux banquiers centraux, ils ne regardent pas uniquement le scénario central, mais aussi les risques autour de ce scénario. Alors oui, quand on monte les taux, il y a un risque de récession, mais si on ne les monte pas, il y a un risque d'avoir une inflation qui part sur des niveaux incontrôlables et d'avoir 10 ans de Volcker derrière. Et ça, c'est un risque qui est très très important. Greenspan l'avait dit à plusieurs reprises, il avait monté ou baissé les taux, pas pour son scénario central, mais c'était une assurance pour la hausse ou pour la baisse. Et sur la Chine, c'est un peu pareil. Je pense qu'on raisonne beaucoup en termes de scénario central. Il faut aussi se dire, il y a un aléa à la hausse, pour reprendre le jargon INSEE, qui est extrêmement fort à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire l'hypothèse qu'il est plausible qu'il réouvre les portes, et là, ça change très très nettement la trajectoire, une fois de plus, des variables réelles et des variables nominales. Sans même parler d'un plan de relance, hein. Juste la réouverture. Juste la réouverture. C'est ça, la décompression que vous ça allez avoir génère. Quoi. Le commerce international qui va repartir, la demande sur les matériaux qui va repartir, vous n'avez pas le même prix d'équilibre pour le pétrole, vous rajoutez une couche de coûts de production, donc les entreprises qui passent ces coûts à l'heure actuelle vont les passer encore plus, et vous remettez un effet boule de neige qui est très très important. Donc je pense qu'il faut aussi garder ça en tête. Surtout sur des marchés où, une fois de plus, la prime de risque est beaucoup moins extrême qu'elle l'a eu été il y a quelques semaines. Mais on reste sur une prime de risque qui est difficile à justifier dans un scénario de récession très modéré, en fait. Dans les petits sujets qui nous occuperont peut-être dans les prochains jours, il y a les élections de mi-mandat aux États-Unis. Alors, je ne mets pas trop d'emphase là-dessus, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a 1 ou 2 points pertinents à soulever? Alors, sinon, Nicolas, je vous en prie. C'était pour terminer sur la Chine, c'était justement pour essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de faire avec justement l'histoire du vaccin BioNTech. Donc, attendez, je redonne parce qu'on n'a pas tous l'info. Olaf Scholz aujourd'hui en Chine, première visite d'un dirigeant de ce niveau depuis 2 ans en Chine, one-to-one avec Xi Jinping. Il est venu avec les équipes de BioNTech et d'autres industriels allemands. Et donc il y a l'idée que la Chine serait d'accord pour approuver ce vaccin ARN messager BioNTech pour les résidents étrangers à ce stade. C'est ce qu'on comprend. À ce stade, avec éventuellement une discussion pour effectivement importer et travailler sur la population avec ce vaccin-là. Sauf que l'approbation de ce vaccin, elle était déjà en route l'année dernière et qu'elle avait été arrêtée en août 2021 par les autorités chinoises parce que justement, ils étaient en train de développer eux-mêmes un vaccin ARN messager. Et donc, il y avait une concurrence et que donc ils se sont dit, bon, BioNTech, on va plutôt les laisser dehors et éventuellement pouvoir penser à ça. Ensuite, ils ont développé donc leur vaccin ARN. Maintenant, ils se posent la question parce que la problématique, évidemment, de la question zéro Covid, et c'est juste essayer de comprendre pourquoi ils font ça, c'est quand même de voir qu'aux États-Unis, en gros, on a 1 million de morts pour une population qui est 4 fois inférieure à celle de la Chine, sauf que les capacités sanitaires de la Chine, c'est à peu près un quart de celle des États-Unis. Donc vous avez un facteur de 1 à 16 entre les deux. Si vous lâchez tout, vous avez un risque d'avoir entre 10 et 15 millions de morts, ce qui n'est juste pas possible pour voir ce type de situation. Donc évidemment, ils doivent trouver une solution par rapport à ça. Ça peut être une solution parce que le vaccin, les Sinovac et autres ne sont pas assez efficaces pour pouvoir couvrir la population. Donc ensuite, il faudrait arriver d'une part, à accepter qu'on fasse appel à une compagnie étrangère pour vacciner la population. Et à faire accepter à la population de se vacciner. Ce qui va être un peu compliqué. Et ensuite, il faut le temps de les vacciner. Donc on n'y est pas tout à fait tout de suite. Et que donc il est probable qu'effectivement la nouvelle est quand même plutôt bonne parce qu'au moins ils se posent des questions, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais pour l'instant, en tout cas, la communication qui est faite, elle n'est pas tout à fait non plus dans ce sens-là également. Donc on a encore un peu de temps avant de voir vraiment une réouverture de la situation et une accalmie pour le problème. Parce que le problème fondamental, sur le nombre de morts potentiels qui peut arriver en Chine, ce problème-là, pour l'instant, il n'est pas réglé. Oui, je comprends. Bon. Et puis en début de semaine, on avait encore un lockdown autour de l'usine Foxconn, principal fournisseur des matériels pour Apple. Bon, on s'arrête. Un mot là-dessus, Thierry, rapidement, et on s'arrête. Je serais très prudent sur la Chine, pour le coup. Je trouve qu'on a tout pour quelque chose qui ne sent pas très bon. À la fois un pouvoir politique qui s'enferme, qui est complètement... J'entends, mais même sur un horizon 2023, parce que je comprends que sur le long terme, on a un peu l'idée de la boîte noire, mais l'immobilier, c'est 30% du PIB. Ça fait 10. Oui, je comprends. Je ne sais pas si vous avez vu c'est un moteur qui est éteint. C'est vraiment, c'est comme les États-Unis en 2006, quoi. Quand on fait une enquête, qu'on va sur le terrain,
qu'on regarde si les appartements sont vraiment loués. Enfin, il y a 2 étages qui sont loués et puis il en reste 10 au-dessus où il n'y a personne. Donc, à un moment, ça va quand même, à mon avis, donc je serais assez... Enfin, sur on lâche un peu les règles très strictes qui ont été mises en place sur le Covid, ça va faire du bien. À moyen terme, sur la Chine, je serais prudent. On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché avec nous dans Smart Bourse sur Bismart.